Ce que l'on voit dans ce bâtiment multicolore, c'est le parti pris d'exhiber ce que l'architecture traditionnelle avait caché. Des tuyaux, des cages d'escalier, des ascenseurs. Et surtout les grandes structures porteuses en métal du bâtiment principal. L'architecture de Renzo Piano me ramène dans les années 70 et en deçà dans les années 60. Je reconnais dans ce bâtiment une tentative esthétique qui me suggère l'influence des années structuralistes et des grandes percées littéraires, cinématographiques, théâtrales de cette époque effervescente et fructueuse que j'ai vécue intensément. Cette façon de montrer la structure, d'exhiber les éléments constitutifs de la fabrication, me rappelle les tentatives antérieures de plus d'une décennie de la revue Telle Quelle, du groupe Support Surface et les tendances de certains cinéastes d'avant-garde de la même époque ou dans le théâtre. Montrer l'opération d'écrire, faire le roman du roman qui s'écrit ou le film du film, ou interroger les éléments constitutifs de la peinture, le cadre, la toile, le châssis, la surface, briser l'opposition entre la scène et la salle en montrant les coulisses, en faisant de la mise en place du décor un élément de la pièce, tout cela a été l'opération critique où une époque a cru mettre en jeu, subvertir les notions de représentation, d'illusion de réalité, de transparence du médium. Il fallait montrer l'autre côté du spectacle, du texte, du film, de la scène, du tableau, démonter ou déconstruire les ficelles ou les coulisses de la représentation pour mettre à jour l'opération inconnue, cachée, impensée et matérielle qui la rend possible. En un mot, montrer le travail, ce qui nous semblait porteur d'une revendication qui était aussi politique. Je retrouve donc cet esprit, ce climat des années 60 et 70 dans la proposition architecturale de Renzo Piano. Tout cela donne à ce bâtiment l'aspect extérieur d'une usine, d'un lieu industriel où le luxe ornemental, décoratif, purement extérieur est banni au profit d'un montage ostentatoire des composants architecturaux nécessaires, qu'ils soient fonctionnels ou structurels. La comparaison qui vient à l'esprit et qui est devenue banale avec une raffinerie de pétrole n'est pas absurde et finalement assez significative du propos idéologique sous-jacent. Je suis donc ramené indirectement, lorsque je vois ce bâtiment, à des souvenirs plus anciens que lui, de l'époque où couvaient encore avant d'éclater les événements de mai 68, où je participais activement à la revue Telle Quelle, où je rencontrais les animateurs de ce groupe, Solers, Plenet, Baudry, Denis Roche, puis Henrique, et les philosophes, les penseurs, les écrivains, les peintres, les cinéastes, qui faisaient partie de plus ou moins loin de la même constellation, qui se trouvaient liés à la même conjoncture forte. Ce penser et ce vouloir d'avant-garde avaient encore un sens, car leur conjoncture politique, idéologique, appelait, légitimait cette ambition. Mon ami le plus proche dans cette constellation était Marc Devade, qui est devenu l'un des promoteurs et participants du groupe Support Surface. J'avais avec lui des discussions interminables. Nous nous étions rencontrés, étudiants à la Sorbonne, lorsque nous faisions l'un et l'autre des études de philosophie, tout en ayant l'un et l'autre des contacts avec Telle Quelle. Il n'aurait sans doute pas aimé ces statues rigolotes, coloriées et mobiles de Niki de Saint-Phal. Ses références étaient plutôt la peinture américaine, Rothko, Albers, Newman, que Plenet faisait connaître, une peinture austère, souvent géométrique, alors que les nouveaux réalistes, avec leur éclectisme ironique, ne lui paraissaient pas la bonne voie. Je voyais aussi parmi les gens de Support Surface Louis Kahn, dont l'atelier du côté de la Bastille jouxtait celui de Devade, et je connaissais Buraglio et quelques autres du groupe. J'ai eu la chance de me développer intellectuellement au milieu d'un bouillonnement incroyable de théories nouvelles, de projets politiques et esthétiques, dont Paris était encore le centre. Ce que les Américains appelleront plus tard la French Theory, que j'ai enseigné moi-même aux USA pendant plusieurs décennies, était en train de s'élaborer. Je rencontrais Lacan, Barthes, Althusser, Foucault. Je liais des liens d'amitié avec Lucie Rigaray, Derrida, pendant que Solers, qui était un peu pour moi l'André Breton des années 60, se lançait dans une confrontation avec la culture chinoise. Il y avait une densité incroyable de questionnements et de pistes. La linguistique, la sémiotique était devenue le paradigme dominant de toutes nos approches. Pour ma part, ce sont les homologies structurales entre le langage et la monnaie,
indiqué par Saussure, que j'ai approfondi, car la monnaie, les échanges permettaient d'établir un pont avec des réalités non linguistiques, de comprendre autrement le capitalisme, la finance, mais aussi d'autres systèmes de domination. Dans cette direction, j'ai rencontré les analyses de Marx sur la genèse de la forme monnaie comme équivalent général, puis ultérieurement des œuvres littéraires dans lesquelles l'économie, la monnaie, joue un rôle central. Puis plus récemment, j'ai rencontré la question, aujourd'hui névralgique pour toute la compréhension de la notion de valeur, des rapports entre l'art et l'argent, ce qui me ramène de nouveau à ce bâtiment de Beaubourg, qui contient, paraît-il, la plus grande collection d'art contemporain du monde, après le MoMA de New York. Le prix astronomique, atteint aujourd'hui par certaines œuvres d'art, pose un problème économique et esthétique. Au-delà de cette question du prix des œuvres d'art proprement dites, c'est toute une interrogation sur l'arbitraire de la valeur, sur la subjectivité des valeurs qui se profile dans un régime boursier de l'évaluation et des échanges, et cela engage toute une époque, y compris avec les conséquences de la folie financière.